Et ben voilà, on y est. Une nouvelle conversation inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous déjà. Merci de nous suivre, merci d'être présents. Conversation inspirante, je le disais aujourd'hui avec un homme déjà que j'aime profondément, beaucoup, voilà, avec qui on a déjà œuvré sur différents sujets. Voilà, donc j'avais envie de vous le présenter parce que il a beaucoup de choses à nous apporter, à vous apporter, peut-être à vous inspirer, qui sait. Euh, j'ai nommé Monsieur Olivier Neveu. Salut Olivier. Salut Stéphane, roulement de tambour. Roulement de tambour. Quelle introduction incroyable. En tout cas, merci d'avoir répondu oui à cette invitation. Ça me fait. Merci à toi Stéphane pour cette invitation. Voilà. Olivier, il a plein de casquettes, mais il a. Alors, on a souvent plein de casquettes, il y a plein de gens qui ont plein de casquettes, mais on a Hmm. souvent une intention, une vision, quelque chose de très profond qui marque tout notre cheminement. Donc, je vais te laisser te présenter, Olivier, les différents parcours, casquettes que tu as portées, celles que tu portes aujourd'hui, d'où tu viens, et puis, c'est quoi ta vision? C'est quoi ta quête? Parce que on peut peut-être même parler de quête. Ouais, on peut parler de quête, ouais. Ouais. Oui, encore une fois, merci Stéphane pour cette occasion. Euh, alors, d'où je viens? Moi, en fait, mon parcours, c'est avant tout dans le monde du soin. C'est avant tout dans le monde du soin. Moi, je suis kinésie de formation. Donc ça fait un petit peu maintenant, mais après, aussitôt, après ces études-là, je me suis formé à thérapie manuelle, thérapie énergétique. D'emblée, pratiquement. C'était quelques mois après mon DE, expérience déjà particulière et un peu initiatique, je le dis tout de suite déjà, parce que ça m'a tout de suite invité à poser les valises de ce qu'on m'avait appris en études de kiné. Et là, d'emblée, les instants d'après, on me demandait de regarder le corps autrement. Et ce qui était très enrichissant, euh, mais troublant quand même. En tout cas, non, c'est très riche, hein. Donc, thérapie manuelle, thérapie énergétique, sensibiliser après au shiatsu, fasciathérapie, enfin voilà. Avant de dire ce qui m'a animé, la suite du cursus, c'est mémoire cellulaire et c'est alchimie végétale et alchimie humaine. Voilà un petit peu les grosses étapes. À côté de ça, il y a plein de d'autres disciplines que j'ai côtoyées. Mais en fait, d'ores et déjà, pour parler de ce qui m'a animé, et c'est une petite voix qui est venue me chuchoter à l'oreille, que ça soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso, parce qu'en fait, ces deux quêtes n'en sont qu'une. Et je vais dire pourquoi après, mais au minimum, au niveau pro, c'est OK. Je voyais le corps d'une certaine façon en tant que kiné, le corps d'une certaine façon en tant que thérapeute manuel, énergétique. Et là, je me dis, tiens, il y a de l'invisible qui sous-tend la structure que j'essaye de soigner en tant que kiné et qu'ostéo. Bah tiens, c'est marrant, quand on s'adresse au monde plus invisible, plus subtil, énergétique, on peut avoir une incidence sur une vertèbre qui est dite bloquée en lésion, déplacée, comme on dit. Euh, mais derrière, une petite voix qui me disait tout de suite, ouais, mais il y a autre chose, il y a autre chose. Il y a autre chose à aller chercher. En amont, qu'est-ce qui fait que, quel que soit le niveau de réalité que j'observe, de la réalité que je suis là, bah, qu'est-ce qui fait que dans mon corps structurel, mon corps plus subtil facial, mon corps voilà, organique, émotionnel, psychique et énergétique, qu'est-ce qui fait que à un moment ça se dégrade? Et donc je suis resté avec cette petite question-là. Je suis sûr que ça c'est une petite voix que tout le monde a au fond de soi en fait. Il y a toujours cette petite voix qui nous invite à aller chercher moi ce que j'appelle ce qui échappe un petit peu et qui pourtant est primordial parce que c'est vraiment ce qui sous-tend la qualité de nous sommes. Bref, il y a cette petite voix qui m'a accompagné pendant toutes ces études et notamment quand j'ai fini thérapie manuelle, thérapie énergétique et que je me suis orienté vers mémoire cellulaire, c'est quand j'ai fait ces études-là que je me suis intéressé à la physique quantique ramenée à l'humain, je me suis intéressé à l'alchimie ramenée à l'humain, je me suis intéressé à l'eau, je me suis intéressé aux traditions, et notamment voilà avec des rencontres très importantes pour moi que sont Annick de Souzenel dans le domaine de la tradition plutôt judéo-chrétienne, Jacqueline Bousquet, grande scientifique, docteur et sciences en biologie et physique, voilà, qui m'a vraiment parlé de l'humain d'une certaine façon. Michel Laroche, Tony Céron en alchimie, voilà, c'est des gens que j'ai croisés, plus d'autres, hein, évidemment. Bref, tous ces gens-là, quand je les ai croisés à ce moment-là,
me font sentir en quelque sorte que l'élément que je cherchais avec cette petite voix et voilà, dont je sentais l'importance, ben, ils m'ont parlé d'un point de vue physique et d'un point de vue de la tradition. Pour le dire de façon très courte, dans la tradition, on nous dit que chaque chose, et dans chose, faut entendre matière, énergie, c'est très global. Chaque chose n'a de raison d'être que par la qualité de relation qu'elle a avec son verbe créateur. Ah, tiens, ça m'intéresse. Ok, donc chaque chose, moi, humain, corps, énergie, ben, ma raison d'être et surtout mon intégrité tient à la qualité de relation que j'ai avec un verbe créateur, quelque chose, une information originelle qui en est à la genèse et qui en sous-tend la qualité, l'intégrité. Et les physiciens disent la même chose. Les physiciens, pour faire très simple, le binôme matière-énergie, on pourrait dire, l'intégrité d'un système matière-énergie, quelle qu'en soit l'échelle, tient à la qualité de relation que ce système a avec l'information d'origine portée par, alors là, il y a mille façons de le dire, le champ point zéro, le vide quantique, l'akasha, j'en passe et des meilleurs, enfin, quelle que soit cette matrice originelle. Mais en tout cas, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il y a une qualité de relation à entretenir entre ce que je suis là dans ma réalité et ce champ subtil, transcendant, qui nous échappe hors espace-temps de toute éternité. Il y a mille façons d'en parler, que certains pourront appeler Dieu, d'autres autrement. Enfin, bon, c'est surtout le principe. Hein. Moi, ça, c'est un maître mot chez moi, la notion de principe. Je suis pas de temps à essayer d'adhérer à une confession ou à une théorie en particulier, mais j'en entends les principes et j'essaye de les appliquer à l'humain. Bref, j'entends ça. Et donc, comme je disais, à ce moment-là, je rencontre Jacqueline Bousquet qui me dit, si tu t'intéresses à ça, bon, elle me poussée à ça, évidemment, elle me dit, il faudra t'intéresser à deux choses, à l'eau, parce que c'est l'eau qui est vraiment l'élément interface de tous ces niveaux de réalité. Et il faudra t'intéresser aussi à l'alchimie, parce que c'est l'art, et je parle plus d'art que de science, c'est l'art qui explique comment réintégrer une information manquante. Parce que donc, si j'objective que ma réalité se dégrade, je soupçonne au départ, je pose ce préalable, que bah, je suis en train de perdre de l'information d'origine qui me sous-tend, qui me nourrit. Donc, je perds de l'information. Le fait de réintégrer de l'information, ça, c'est une mutation. C'est pas une transformation, c'est une transmutation. Et elle me dit ça, c'est l'alchimie qui explique Hmm. ce sujet-là. Et à ce moment-là, je croise Tony Serron, qui m'enseigne sur l'alchimie végétale dans un premier temps, puis l'alchimie en général. Et moi, je dis toujours, j'ai cette chance de venir avant tout du monde expérimental avec mes patients. Ça a été vraiment mon laboratoire pendant des années. Je viens de là, et donc à chaque fois, toutes les théories que je peux entendre, à chaque fois, j'essaye de voir, OK, dans le corps, comment ça s'applique, comment ça se vit. Et donc ensuite, toute la quête, donc en parlant le mot de quête, c'était de me dire, bah, existe-t-il dans le corps une voie, un espace, un endroit, un ailleurs, où se joue cette physiologie alchimique qui est capable de restaurer la connexion à l'information et qui donc soit me guérit si j'estime que je suis tombé malade à cause de ça, ou au minimum entretient ce que je suis dans ma vitalité, voire même m'amène à des révélations. Parce qu'il y a ça, c'est la même voie en fait, hein, c'est la même dynamique. On parle de guérison, qu'on parle d'entretenir ce que je suis, ou de vouloir révéler de la nouveauté. Tu sais, on est vraiment à l'aube, on nous dit à chaque instant, on va vers un monde nouveau. OK, mais si on veut générer de la nouveauté, il faut intégrer de l'information qu'on n'a jamais intégrée. Tu vois. Et ça, c'est source de révélation. Là, on a, alors, merci déjà pour ça. C'est très, très intéressant d'ores et déjà. Et ce qui me vient, c'est que souvent, les personnes qui sont poussées à aller vers le soin, ou, aller vers l'accompagnement, ils vivent des choses en amont qui, à un moment donné, les a emmenés à. Alors, toi, c'est le monde du soin. Est-ce que, à un moment donné, ben, tu as eu des problématiques physiques qui t'ont Voilà. poussé à vouloir créer du changement et une modification? Et puis, je sais aussi que tu as été dans le monde du sport aussi à un bon moment. Mm. Et je pense qu'il y a un lien un petit peu avec tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler de ce qui sous-tend finalement ben, ce que tu es aujourd'hui? Ouais, ouais, ben voilà,
c'est le deuxième lien, ce que j'ai énoncé au départ, c'est-à-dire que cette petite voix m'a accompagné au niveau pro et au niveau perso. La quête, c'est la même, parce que au même titre que j'ai eu cette petite voix qui m'a accompagné à travers l'usage de ces différentes visions du corps humain, eh ben, j'ai la même petite voix qui, depuis le début de l'enfance, je sais pas quel âge j'avais, mais ça a commencé jeune, avait ce désir de transgression. Pourquoi? Parce que, je dis toujours, j'ai eu la chance d'être diagnostiqué de pas mal de maladies, notamment 4 maladies auto-immunes, dès le plus jeune âge. Et du coup, j'entendais les adultes autour de moi à la fois poser le diagnostic, OK, ça c'est une chose, mais surtout poser le pronostic. C'est-à-dire que, OK, Olivier, tu as telle maladie, telle maladie, tu vas finir comme ça, comme ça, comme ça. J'avais en plus un spondylolisthésis très jeune, c'est-à-dire c'est une fracture, entre guillemets, d'une lombaire, c'est-à-dire une lombaire qui a ses isthmes fissurés, ce qui fait qu'elle glisse vers l'avant et elle peut pincer la moelle épinière, enfin, ce qu'on appelle la queue de cheval. Ils m'ont dit, tu vas te retrouver dans un fauteuil, enfin bon, il faudra te faire opérer très jeune. Et c'est vrai que j'ai eu ces symptômes-là autour de 15 ans, enfin, c'était assez tôt, ce qui fait que dès l'adolescence, je me retrouvais avec des sciatiques dans les deux jambes, enfin bon, c'est infernal. Bref, tout ça pour dire que les adultes autour de moi, je les entendais poser des pronostics. Et il y a ma petite voix qui disait, ouais, ok, on n'est pas obligé. Enfin, il y avait quelque chose d'inéluctable, toi, de vraiment, c'était une condamnation, c'est une sentence, c'est quelque chose qui, waouh, tu fais quand même, quoi. Et donc, tu as cette petite voix qui a le désir de transgresser ses effets d'annonce. Et puis ça, c'est à vivre après tout au long de notre vie, en fait, hein, quelque part, euh, qui a eu ce désir-là de se dire, non, il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin. Et, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas, mais il y a un autre chemin. Et d'ailleurs, j'arrivais dans la cuisine, j'étais tout petit, hein, enfin, j'étais gamin, et je dis devant ma mère, j'arrêtais pas de faire le con en disant transmutation, transmutation. Je faisais le zazou dans la cuisine comme ça, je savais pas pourquoi. Je m'en suis souvenu que bien après. Bon, faut croire que donc j'avais ce feu qui, mais on l'a tous. Ce feu, c'est juste la vie en fait. Hein, c'est un désir de vie. C'est pas, sauf que voilà, il faut en être à l'initiative. Tout ça pour dire qu'effectivement, j'avais, c'est la même dynamique en termes de désir, de transgression. Je parle beaucoup de transgression. C'est la transgression étant là ontologique, c'est-à-dire propre à l'être, parce qu'elle nous autorise à sortir du cadre pour déjà s'ouvrir à ce qui échappe et faire naître ce feu nécessaire à la vie. Donc c'est pour ça que c'est pas transgresser au sens envoyer tout paître pour envoyer tout paître. Non, on a besoin, et c'est physiologique, hein, il y a une lettre hébraïque qui nous invite à ça, c'est la lettre Lamed notamment, parce qu'elle sort du cadre. C'est celle qui nous permet d'être enseignés par une semence divine en sortant du cadre. Donc voilà, effectivement, voilà les deux dynamiques qui se, gamin, j'avais ce désir de transgresser, de me dire, je peux faire autrement et je vais finir autrement. J'ai pas envie de finir bossu parce que j'ai une spondylarthrite ankylosante, je devrais te regarder aujourd'hui. Parce que j'avais déjà, à 10 ans, j'avais vraiment déjà une syphose, ce qu'on appelle une épiphysie de croissance, la maladie de Scheuermann. J'ai du psoriasis, maladie de Crohn et une sarcoïdose compliquée. Là, c'est une maladie très rare ici, mais assez embêtante. Bon, mais je me dis, mais non, mais je ne vais pas finir avec sous-traitement et puis avec un corps qui se dégrade. Sincèrement, aujourd'hui, quand je vois mon corps au regard de ces pronostics-là, je suis d'ores et déjà très largement satisfait du chemin parcouru et même je rends grâce parce que là, il faut rendre grâce de cette puissance qui nous est offerte. Donc voilà pour les deux dynamiques qui m'ont animé, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Le professionnel, je dirais quelque part, c'est comme si la destinée m'avait dit, bon, ok, tu as ce désir-là, elle m'a pris par le froc en disant, bah, tu vas d'abord faire des études de kiné. Au début, je voyais ça comme un schéma répétitif parce que mon père était kiné. Mais en fait, non, j'en suis passé par là, j'en suis passé ensuite par là, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je pense que la destinée, c'est occupée de... Ouais. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, tu parles de destinée, et je revenais sur l'aspect sportif et l'athlétisme, parce qu'un Oui. enfant qui a des sciatiques, un enfant qui a une spondylarthrite ankylosante ou d'autres problématiques, il n'est pas forcément destiné à galoper. Mm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé à un moment donné? Bah, en fait, bah oui, ça, c'est vraiment une de mes passions. Pour plein de raisons, mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup été dans le sport hein, de façon générale et dans l'athlétisme en particulier, mais avec un corps, effectivement, qui, au départ, me limitait.
au départ me limiter parce que de par ces pathologies, parce que ça demande du temps à l'inversion de la tendance. C'est-à-dire, là, pour inverser ces maladies qui sont des maladies chroniques vraiment inscrites, ça demande des années d'introspection, ça demande des années de... Voilà. Et ce qui fait qu'avec l'athlé, je me suis trouvé bridé, en quelque sorte, bridé. Pour autant, j'y ai passé de très bons moments parce que, voilà, pour moi, ça ramène à des valeurs, mais comme le sport en général, là, je ne parle pas que de l'athlé, là. C'est la notion d'effort, c'est la notion de persévérance, c'est la notion de faire ensemble, la solidarité. Enfin, il y a plein de valeurs véhiculées par le sport quand c'est quelque chose. Donc, tout ça, ça nourrit, plus le contact avec la nature. C'est juste précieux. Enfin, j'en rediscutais, je crois que c'est il y a une semaine, enfin, c'est avec des amis. On me disait, mais tu avais le temps de prendre plaisir à courir dans les bois. Mais oui, courir dans les bois, mais c'est nourricier, quoi. C'est quelque chose dont on sent que ça nous nourrit. Voilà. En tout cas, pour l'athlé, je dirais presque, il y a eu deux choses. C'est pour moi, c'était encore une fois nourricier, c'était une sauvegarde. Ça m'animait de plein de façons. Et puis, il y a quand même un côté un petit peu frustré où j'ai fait ça avec un corps abîmé. Je dis toujours, je suis né vieux. Et, je suis né vieux et j'espère avancer en âge, euh, peut-être pas en rajeunissant, mais en tout cas en tempérant ce process. C'est déjà bien parti. Tu peux nous dire ton âge? Je vais sur 62. 62. Bon, il y a pire, hein? Mais justement, un enfant qui est déjà dans la transgression, un enfant qui est déjà qui souffre avec son corps et en même temps qui a envie de dépasser les choses avec cette force qui l'anime sans savoir trop ce que c'est quel type d'enfant? T'es comment à la maison? T'es comment à l'école? Est-ce que tu es plutôt introverti? Est-ce que tu es plutôt Ouais. extraverti? Alors oui, aussi en parlant de moi, non, j'étais introverti. Ouais. Moi, c'était au fond de la classe, dans le tiroir de la dernière table. Non, non, moi, j'étais vraiment hyper timide. Limite, je dis toujours autistique, c'est-à-dire que la relation à l'autre, c'était un sujet. Non, non, je viens vraiment de cette nature-là. Et du coup, le sport, pour moi, c'était l'échappatoire. Comme je te dis, fiche le camp dans la nature, ou alors mettre mes cannes à pêche sur mon vélo le soir et partir à 5 heures du matin, à pleine nuit, aller pêcher toute la journée en pleine nature. Voilà, là, je prenais ma grande bouffée de nature. Donc, c'était vraiment ce contraste-là. Mais le sport a eu cet intérêt aussi, quand même, de m'ouvrir aux autres par rapport à ma nature timide, encore une fois, moi je dis toujours autistique. C'était pas de l'autisme, hein, mais c'est vraiment une grosse difficulté de la relation avec l'autre quand même. L'école, pour en revenir à l'école, bah, je pense que ce désir de transgression, euh, je sais pas si ça participait à ça, mais l'école, j'y allais à reculons, quoi. L'école, j'y allais à reculons. J'avais le sentiment vraiment de me mettre, comme dit Sandrine souvent, dans un moule à gaufres et que voilà, j'allais ressortir comme tout le monde et que je voulais surtout pas comme ça, quoi. Enfin, je pense que ce sentiment de transgression a paru pendant toutes ces années où je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, où je l'ai fait par loyauté aussi envers mes parents. Enfin, il y a plein de choses. Mais non, à l'école, pour moi, ça a été compliqué ces années-là, en tout cas. Par contre, une petite chose dont je me suis aperçu, je t'ai dit, je me tenais toujours au fond de la classe. Moi, j'étais jamais au premier rang. Mais je pense que ça a sa vertu. Alors, je demande pas à tous les élèves de se tenir au fond de la classe. Il n'y aura pas assez de place. Mais ça a sa vertu parce qu'après, je me suis aperçu que quand j'ai fait toutes mes formations, après mon DO de kiné, j'en ai fait des paquets, je t'en ai dit que quelques-unes, mais j'ai fait pas mal de formations. Mais je m'apercevais que je conservais cette place en retrait, quelque part. Tu vois, le fond de la classe est un peu en retrait. Et je trouve, enfin là je parle pour moi, que ça m'a vraiment permis de préserver mon libre arbitre, de cultiver mon libre arbitre. Parce que tu sais, quand on vit des enseignements, on a vite fait de tomber un peu trop vite sous l'influence du gourou, entre guillemets, en tout cas de l'enseignant, et que ça peut ça peut avoir ses travers, en quelque sorte. Alors que le fait de se tenir en retrait, moi, je prenais toujours le contenu, c'est-à-dire que j'ai vraiment croisé des personnes qui m'ont enrichi en termes voilà, d'apport théorique,
mais je restais toujours en retrait, ce qui me permettait toujours de me dire, OK, j'entends ça, je prends ça, mais là, moi, maintenant, dans mon quotidien et avec mon champ d'expérience, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, de quitter momentanément le contenu de l'enseignement pour le rendre là, applicable, si je pouvais, dans mon quotidien avec mes patients. Mm. Mm. Et ça, je pense que c'est une posture qu'on devrait cultiver. C'est pas à toi que je vais apprendre ça là encore, parce que je sais ô combien avec tes enfants, voilà, vous avez as fait des choix. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut cultiver chez l'enfant, de, comment dire, de se préserver une marge. Je disais toujours, notre réalité, c'est une grande feuille de copie. Il y a les carreaux et tout ça, mais avant, il y avait la marge. Et ben, de se dire, voilà, on est dans la même réalité, mais on peut se mettre en marge. Mais voilà, moi, je cultiverais cet aspect. Est-ce que le fait, j'ai deux questions, est-ce que le fait, comme tu le dis, d'être au fond de la classe, est-ce que c'est un moyen, parce qu'on on le sait, dans toutes les traditions, c'est dit, et puis dans le développement personnel aussi, etc. L'effet de l'observateur en physique quantique, est-ce que le fait d'être derrière te permettait d'observer, de t'observer, tout en pouvant prendre ce qui était bah, à prendre pour toi, déjà, ça. Et la deuxième chose, est-ce que dans cette enfance-là et avec cette transgression-là, et te dire que mon corps, ben, j'ai pas envie que le pronostic ou la boule de cristal ait raison, mais plutôt que bah, moi, je puisse modifier les choses, en tout cas, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, voilà. Est-ce qu'il y a eu une bascule? Tu dis, waouh, il s'est passé quelque chose. Donc, il y a ces deux questions-là. Ouais, bah, ces deux questions sont complètement, enfin voilà, sont très justes dans le sens où effectivement c'est totalement ça. Quand tu dis est-ce qu'il y a eu un déclic, je sais pas si tu parles d'un moment précis. Oui, c'est ça. Euh, j'ai pas le sentiment. C'est surtout quand tu regardes le chemin parcouru, tu te retournes et que tu t'observes. Là, pour le coup, tiens, c'est marrant. C'est après coup que j'ai observé tout ça. Au début, tu le vis, t'es pas, personne m'avait demandé de le faire. Je l'ai fait intuitivement, j'imagine, guidé par cette petite voix. Mais c'est surtout en me retournant et en regardant le chemin parcouru que j'ai pu voir toutes ces postures que j'ai adoptées. Et effectivement, posture de l'observateur, ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Alors, il y a les deux aspects. À la fois, c'est pas confortable parce que peut-être que c'est plus facile d'adopter une théorie, un enseignement, puis de s'y coller. On est rassuré, on est dans un égrégore. Voilà, une forme de pensée, on adhère à des théories. Très bien, puis ça, on se sent bien. Et puis c'est juste, hein. C'est pas. Mais je trouvais très confortable quand même de pouvoir observer. Et surtout parce que j'avais ce refrain qui me disait, maintenant intègre-le, toi dans ton corps, comment ça marche? Tu viens d'entendre une théorie? Ouais, ok, dans le corps, comment ça se passe? Le mien et celui de mes patients, hein. Chaque fois, mon corps a été un laboratoire et il l'est toujours, hein. Il bosse 24 heures sur 24, voilà. Mais à partir du moment où c'est pas l'enseignement qui te demande de le faire, c'est bien à toi de prendre l'initiative de le faire. Peut-être qu'on pourrait aspirer au fait que, ou en tout cas désirer le fait que ces enseignants devraient avoir cette initiative supplémentaire au moment où ils transmettent, de dire veillez à l'expérimenter, veillez à ressortir de là où vous êtes tout de suite, tu vois, de remettre un peu les gens, les Mm. renvoyer vers eux-mêmes, les remettre en chemin, parce qu'il y a un réflexe un peu humain de dire ça y est, je suis dans un enseignement et je m'y soumets. Bon, c'est un peu dur comme mot, mais en tout Consciemment ou cas, non, comment? consciemment ou non. Oui, voilà, pas forcément consciemment. Mais c'est pour ça que je parle un peu de la responsabilité aussi de l'enseignant, d'inviter à cette posture, à cette position d'observateur. Non, ben voilà, moi je vous donne quelque chose, ben, prenez le temps de vous reculer et de le critiquer quelque part. Tu vois, Ne me croyez pas sur parole, voilà, vivez l'expérience par voilà. vous-même. Et quelque chose qui pourrait être transmis, je pense, aux enfants dès le plus jeune âge aussi. Parce que quelque part, ça pourrait être un rôle de l'éducation. Ça pourrait être le rôle de l'éducation, justement, ça, en tout cas, parmi tous ces rôles, mais d'orienter l'enfant très tôt, de l'orienter vers l'éveil de cet esprit critique, de l'éveil de cette autonomie. Moi, je pense que c'est vraiment précieux. Et quand je dis tout ça, si je parle alchimie,
c'est préserver l'enfant dans son feu secret, dans son feu qui l'anime, ce qui va révéler son âme. Là où, malheureusement, avec le temps, ce feu s'éteint. Aujourd'hui, l'éducation, et c'est pas la juger, mais c'est juste l'orientation qu'elle a pris, pour moi, a plus un rôle d'éteignoir sur le feu que souffler sur les braises. C'est vraiment Baptiste Morisot, j'adore, c'est un de ses titres, ça, Raviver les braises du vivant. C'est vraiment un des enjeux actuels. L'humain perd son feu, pour faire clair, et notamment les enfants trop tôt. Donc, ça pourrait être un rôle de l'éducation de veiller à maintenir ce feu pour révéler son âme, tout simplement. Et ça passe par cette invitation à dire, regarde, maintenant observe. Quand tu dis révéler son âme pour les gens qui nous suivent, toi, ça veut dire quoi pour toi, les aider à révéler leur âme? Ouais. Ouais, ça, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. C'est, on pourrait le voir en adoptant déjà un triptyque de l'humain qui pourrait être corps, âme, esprit. Mais malheureusement, les mots aujourd'hui ont été énormément utilisés. Alors, c'est de savoir de quoi on parle. Alors, c'est évidemment que c'est un peu particulier. Si je mets corps, esprit, corps, on sait ce que c'est. L'esprit, ça pourrait être toutes les potentialités de ce que je puisse être. L'âme, c'est ce que je suis, moi, Olivier Neveu, ce que t'es toi, Stéphane Robin. Voilà. Et en fait, ce qui m'a sensibilisé aussi à cette notion-là, c'est la notion de mandat du ciel. J'ai trouvé ça très chouette quand euh, donc j'étudiais après à travers comment éveiller la voie alchimique dans le corps. Donc ça s'appuie sur la notion de ce qu'on appelle l'arbre de vie, parcouru par ce qu'on appelle le caducée, qui est donc une physiologie, la modélisation d'une physiologie. Et plus on l'initie à l'intérieur de soi, plus à un endroit du corps, et justement au niveau lombaire, et voilà, à un endroit du corps, les Chinois vont nous dire, là, on contacte notre mandat du ciel. Et en fait, c'est la greffe entre l'arbre de la connaissance que j'éveille, là, ici sur Terre, et l'arbre de vie qui, lui, s'enracine en ciel et qui vient m'informer des informations dont je suis fait, dont je dois être fait et dont je dois me nourrir. Et là, la médecine chinoise nous dit, voilà, réception du mandat du ciel. C'est un peu ça aussi, tu vois, c'est vraiment recevoir son programme d'âme, en quelque sorte. Voilà, ok. Et donc, pour toi, l'éducation, qu'elle soit parentale ou nationale, parce qu'il y a aussi le rôle des choix aussi des parents, de permettre à l'enfant de savoir qui il est en fait, ce Ouais, pourquoi il est fait et qu'est-ce qu'il vient faire là. C'est un petit peu ça que tu tout, me dis. tout à fait. Et ça dépasse même, toi, la tu cites effectivement, bien évidemment, deux des influences les plus fortes, l'influence parentale et l'influence éducative institutionnelle. Mais après, ça devrait même dépasser ces deux champs-là. La société, à travers toutes ces institutions, devrait avoir cette vigilance de préserver la connexion à l'humain. Le politique devrait avoir cette préoccupation. Ça devrait être sa première préoccupation dans toute prise de décision. Aujourd'hui, on a perdu toute cette vision que moi j'appelle transdisciplinaire parce qu'en fait, cette préoccupation de maintenir le feu et de maintenir de préserver la nature humaine, ça devrait traverser tous les âges et toutes les disciplines. Donc, pour moi, ça dépasse même, et c'est pour moi une grosse préoccupation actuelle, de me dire comment réinscrire dans toutes les disciplines la même petite préoccupation qu'on vient d'évoquer dans l'école, dans l'éducation et tout ça, eh ben, comment l'inscrire dans toute discipline. Et aujourd'hui, moi, je crains que dans le monde politique, on s'en soit trop éloigné. Et dans Politique le monde économique. et dans le monde économique. Oui, bah, Et est-ce que dans le ça va monde pas te perdre? économique. Est-ce que ça va pas te perdre aujourd'hui? Si, malheureusement. Alors, ça ne devrait pas. Et dans le monde économique, parce qu'à partir du moment où on fait certains choix, euh, il serait bon de veiller à se dire, est-ce que c'est pas au détriment, encore une fois, de l'humain, au sens humus, au sens chair, au sens de ce que nous sommes faits fondamentalement et qui est un incontournable. Pour l'instant, j'ai pas d'autre réponse. J'ai l'impression que si nous sommes sur Terre, c'est au minimum pour exprimer ce que nous sommes par nature. Qu'est-ce que l'humain? Et ça, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu trop vite. Et voilà.
Donc ta quête aussi, quelque part, elle est là aussi, c'est-à-dire remettre l'humain au centre C'est du ça. vivant, au centre de lui-même. Et donc, Mm. pour ce faire, je sais que, alors je ne sais pas aujourd'hui euh, comment on peut labelliser ce que tu proposes, parce que c'est toujours mettre dans des étiquettes et dans des cases. Alchimiste humain, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu dans ta parole, que tu as partagé aussi tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut te qualifier, si on devait qualifier, est-ce qu'on pourrait te qualifier d'alchimiste humain ou alchimiste sur la voie humaine? Et surtout, qu'est-ce que ça apporte à celui qui la pratique pour lui-même et pour les autres, cette Ouais. pratique? Alors, effectivement, je me suis... Tu as raison, c'est toujours compliqué de qualifier tout ça. Bon, je disais alchimiste humain parce que, et je le dis toujours, hein, devrait dire apprenti alchimiste, parce qu'on est toujours dans une quête. C'est pas, je me considère pas alchimiste abouti, surtout pas accompli. Et du coup, je rajoute maintenant quelque chose en amont qui est plutôt explorateur du vivant. Je trouve que c'est plutôt ça qui qualifie tout ce que j'ai pu faire quasiment depuis l'enfance. Donc, c'est explorateur du vivant, et notamment à travers le process alchimique humain, parce que, encore une fois, ça me semble être, pour moi, le gros dénominateur commun. Ça me semble être vraiment la base. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'art qui permet de contacter notre mandat du ciel, de nous réinformer. Donc, à partir du moment, et moi j'essaye de tendre vers ça aujourd'hui, à partir du moment où on essaye de transmettre cette vision-là de la réalité, qu'on a envie de transmettre cet enjeu, quel est l'enjeu? C'est ça, c'est de se reconnecter à notre programme originel, en cela préserver la nature humaine, voire la révéler. Parce que moi, je dis souvent, mais ça se trouve, on est loin d'avoir révélé tout le potentiel humain. OK, on se dit, voilà, on est déjà arrivé à un certain niveau, peut-être, mais peut-être qu'on est à des années-lumière de ce que pourrait être un humain accompli qui a suffisamment, en alchimie, on dirait, édifié sa pierre philosophale, c'est-à-dire cette faculté d'intégrer de l'information comme il n'en a jamais intégré à travers ce process-là, et là de révéler une nature humaine insoupçonnée. Mais dans un premier temps, ça c'est un objectif à long terme, dans ce qu'on pourrait nommer l'aion en termes de temps, c'est-à-dire ce temps vraiment à l'horizon lointain, mais de tendre vers ça. Mais en tout cas, à moyen terme, voire court terme, c'est avant tout de guérir notre humanité. Et ça dépasse de loin la guérison corporelle. Et ça, c'est vraiment pour moi ce qui m'anime le plus. Ça peut paraître prétentieux, alors que c'est juste de l'humilité. Sincèrement, moi, je sais que c'est un peu ambigu cette notion-là, mais de dire que l'humain, à l'échelle de son corps, est l'interface universelle de toutes les résolutions à n'importe quelle échelle et dans n'importe quel système. C'est-à-dire que je regarde le monde économique, politique, écologique, j'en passe et des meilleurs, l'humain sera toujours la source de résolution parce que il a la possibilité, par son corps, de réintégrer l'information manquante qui fait que dans un domaine ou un autre, ça s'abîme. Donc, l'enjeu, c'est de faire de l'homme la source de résolution, mais pour moi, c'est sa nature au départ initial qu'il a perdu. Mais ça paraît fou de se dire, quelle que, quelle que soit la systémie que je choisis, familiale, professionnelle, le voisinage, puis après, encore une fois, plus élargie, jusqu'aux inconscients collectifs, hein, jusqu'aux systémies collectives nationales, internationales, quelle que soit l'échelle que j'envisage, au fond de moi, j'ai la possibilité de réinformer, de recontacter l'information manquante qui, parce qu'elle manque, eh ben, je vois l'écologie se dégrader, je vois l'économie se dégrader, je vois ceci se dégrader. C'est ça mon gros principe de base, c'est-à-dire que mon actualité passe son temps à m'actualiser le déficit informationnel que j'ai au fond de moi. Si je me mets en quête de cette réinformation, me réinformant, je guéris entre guillemets, je participe à la réinformation de la systémie sur laquelle je me suis appuyé pour introspecter. J'espère que Ouais, j'essaye de faire un résumé. plus globale, plus collective, à partir du moment où toi, tu cherches à cette quête, tu es en quête informationnelle, tu contactes cette information primordiale, bah, ça va servir le vivant de manière générale, parce que Voilà, d'abord,
ta perception intérieure va se modifier, donc la projection que tu en fais aussi, et ça va venir nourrir et attirer probablement aussi à toi d'autres choses. Et c'est scientifique. Et c'est scientifique. Ça, c'est un des plus gros théorèmes qui a été récompensé par un Nobel il n'y a pas très longtemps, qui est le principe de non-séparabilité en physique. Ça, c'est juste aberrant de se dire, on est interconnecté à ce point-là. On se dit toujours interconnecté, oui, moi, avec un tel, un tel, un tel. On est interconnecté avec tous les règnes du vivant. Avec tous les règnes du vivant. L'humain est responsable au sens pas coupable, mais il doit se responsable pour moi, c'est se mettre en écho à. Il est responsable à de toutes les problématiques qu'il objective dans ses actualités. Et surtout, il a la puissance de les guérir. Et ça, c'est juste génial, selon ce principe de non-séparabilité et selon le principe de quantum que la tradition appelle peuple élu. C'est-à-dire que ce que font une certaine partie en termes de réinformation sert le collectif. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment sentir, qu'il faut, bon, enfin, chose à laquelle j'adhère à fond. C'est ce que fait ce qu'on appelle la théorie du centième singe, que tu as certainement Ouais, entendu parler. bien sûr. C'est la même, cette notion de quantum, c'est qu'à partir du moment où un certain nombre fait un travail sur une information donnée, ça peut servir à un système qui lui est 10 fois plus grand, en fait. Et Bah, tout le système se met à acquérir cette information. ouais, et on le retrouve dans l'effet Maharishi, notamment, qui a été aussi décortiqué par la science aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde, de comprendre qu'à 1% d'une population qui, par exemple, hein, les exemples, c'était autour de la prière ou de la méditation, etc., peut influencer les crimes et délits du même endroit. Mhm, mhm. Quand même assez Ouais, impressionnant. Et c'est c'est ça. répertorié, c'est quelque chose qui, c'est pas de l'élucubration, j'ai envie de dire. Non, non. Mhm. Et puis, ce dont tu nous as parlé, là, ce Nobel, là, j'ai entendu de séparation, et ça m'a rappelé l'illusion de la séparation, finalement. Il vient prouver avec la science ce que les traditions disent depuis des millénaires, que la seule illusion, Maya, notamment en sanskrit, c'est l'illusion de la séparation. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Et du vivant. Voilà, nous sommes pas. Ouais. Alors là, c'est pareil. C'est un sujet, la séparation, c'est un sujet important, surtout en alchimie. Euh, Parce que ça va inviter, tu me dis si c'est le sujet ou pas, hein, mais tu pourras me répondre, mais Oui. ça invite à regarder la notion du chaos et de réhabiliter le chaos. Mais il y a un bon chaos et il y a un mauvais chaos, entre guillemets. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, pour contacter et restaurer cette non-séparabilité, le fait d'aller recontacter qu'en fait tout est connecté, paradoxalement, quand on initialise le processus alchimique en soi, ça commence par un processus de séparation. Et ça, je dis ça pourquoi? Parce que c'est pour accueillir cette notion de chaotisation. Euh, j'ai entendu ça il y a quelques jours dans une émission, quelqu'un qui parlait de la graine du chaos et de la fleur du chaos. Bah, c'est tout à fait ça. Mais sauf que le chaos dont on parle, c'est celui dont on prend l'initiative. Et ça, c'est ça qu'il faut surtout entendre. C'est pas le chaos qu'on subit. Le chaos subi, moi, je sais pas ce qu'il va apporter. Peut-être qu'il va apporter des bonnes choses, mais peut-être pas. Ça, je sais pas. Par contre, à partir du moment où je prends l'initiative d'introspecter, de faire naître ce feu intérieur et de vouloir édifier ma pierre philosophale, me réinformer, c'est autant de façons de le dire, ça commence d'abord par un processus de chaotisation qui permet de séparer intérieurement la matière. L'exemple que je donne toujours pour sentir ce process-là et l'intégrer, c'est l'alchimie végétale. L'alchimie végétale, c'est prendre une plante qu'on a été cueillir. Ben, la plante, quand je la prends, c'est bien rare qu'elle me révèle toutes ses vertus parce que je l'ai cueillie. Qu'est-ce qu'on va lui faire vivre à cette plante-là? Différents processus de feu à travers des distillations et des calcinations. C'est autant d'étapes par le feu qui vont permettre de séparer les qualités de la plante pour les révéler. Et ensuite, une fois qu'ils sont révélés, une fois qu'on a obtenu l'élixir floral, l'huile essentielle, les sels, et j'en passe et des meilleurs, on les réunit pour en faire un élixir. C'est ça la spagyrie, l'alchimie végétale.
pour moi, c'est très enseignant, cette notion-là. C'est de se dire qu'en fait, les principes, les qualités, les vertus sont préinscrites dans la matière, sauf que c'est à nous de faire naître un feu et un processus de chaotisation pour les révéler Hmm. et les rendre efficients. Et ça, pour moi, c'est un des plus grands enseignements du process alchimique. Mais oui, il y a plein de choses qui me viennent. Du coup, quand tu me parles de chaos, j'ai tendance à penser à désapprendre, comme si sur le plan de la Mm, programmation, tu parlais de programmation et de reprogrammer. En fait, dans l'ego, dans cette limitation du corps, j'ai la sensation d'avoir l'illusion du libre arbitre, quelque part. mm, Tant que je suis sous programmation subconsciente. mm. Et quand j'entends cette révélation, la manière dont tu parles du chaos, c'est de la mise en lumière, justement, de ces valeurs, de cette information primordiale qui se révèle à toi-même comme Mm. autant de déprogrammation, finalement pour une reprogrammation que choisie et non pas subie. Voilà. C'est-à-dire que tu rends juste, c'est la notion de rendre juste les choses. La révélation, c'est vraiment l'art de rendre juste. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est même la voie de la liberté, parce que à partir du moment où tu fais ce travail-là, tu vas faire une bascule entre de l'inaccompli qui sommeille en nous, et on est tous soumis à cette on va faire la bascule d'un inaccompli à de l'accompli. Et à partir du moment où on est dans cette dynamique permanence d'accomplir les choses au sens, je reprends l'information. Si je perds l'information, je nourris l'inaccompli, mes inconscients. Si j'inverse le process, je me réinforme, je fais de l'inaccompli de l'accompli et je rends juste les choses. D'accord? Et plus je suis dans cette dynamique-là, plus je fais diminuer dans mes inconscients la probabilité à ce qu'il m'arrive des emmerdes. C'est-à-dire que c'est ça, pour ça que j'appelle ça une dynamique de liberté. C'est étonnant de se dire que plus je m'inscris dans cette dynamique-là, plus par des mutations successives, et j'éteins, rendant juste les choses, j'éteins la probabilité à ce qui m'arrive des, une maladie et puis n'importe quoi en fait, parce que tout dans notre réalité tombe sous le coup de cette loi-là. C'est une dynamique, hein, c'est quelque chose qui s'inscrit Mm. dans le temps, c'est une dynamique qu'il faut nourrir à chaque instant. Le feu, c'est vraiment une initiation, une initiative qu'on doit avoir à chaque instant de notre vie. C'est pratiquement une posture, une orientation. Je dis souvent, si on n'est pas orienté, on s'oxyde, on va vers l'Occident. Donc, de veiller à bien rester orienté, de nourrir ce feu. Et là, ça réinscrit aussi dans notre culture, à mon avis, la nécessité des rites initiatiques. Mm. Et ça aussi, ça fait partie de ce que on rejoint, là, c'est un peu la boucle est bouclée, on rejoint ce qu'on disait pour les enfants à l'école. C'est une autre façon de le dire. Au même titre, on va dire à l'enfant, tiens, prends ce recul, regarde les choses. Ben, c'est aussi l'inviter à transgresser et donc à initier quelque chose. Et quand on dit initier, initiation, initiatique, tous ces rites initiatiques, c'est faire naître un feu. Et moi, l'enjeu, c'est ça. La vie est un processus de feu Et qui rend juste la lumière et l'obscurité. quand tu parles de l'enfant, justement, en lui disant de prendre du recul, etc., en fait, il l'a naturellement au départ. Oui, oui. C'est ça. Et on a tellement à apprendre aussi d'eux et de leur feu, à part peut-être quand ils sortent avec un trauma déjà très marqué. Mais de manière générale, ils ont cet émerveillement, ils ont ce feu naturellement qui Tout à s'éteint au fait. fur et à mesure, des fois, c'est vrai, et qui se révèle à nous plus tard. Et donc, ça me rappelle aussi ce côté de retourner à l'enfance, l'enfant intérieur, Ouais, etc. ouais, mm, J'ai l'impression qu'il y a un lien avec tout ça. ouais. Tu as dit aussi tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'était exactement ce que tu voulais dire, mais tu as dit, oui, pour qu'il nous arrive de bonnes choses, je ne sais pas s'il nous arrivera de bonnes choses ou pas. Finalement, est-ce que c'est tant qu'il nous arrive de bonnes choses ou notre capacité à vivre les choses qui nous arrivent avec plus simplement peut-être de détachement, de sérénité, de discernement, pour que ça soit, on va dire, on soit moins dans une réaction émotionnelle longue et intense, finalement. Alors, je dirais oui sur la forme. Je dirais oui sur la forme, d'être dans cette orientation-là, enfin, dans tout ce que tu viens de décrire là, surtout par rapport à cette période qui est quand même intense. Elle est, les Oui, faut le dire. fluctuations, elles sont de grande amplitude. Bon, ça pique un peu quand même. On peut le Donc, dire. on voit bien que la période, elle se prête à ça. Mais de mon point de vue, ça ne peut pas nous faire faire l'économie de ce que j'appelle nommer, c'est-à-dire d'introspecter
de nommer les archétypes. Bon, là, je ne peux pas aller dans le détail de ça parce qu'il faut Bien repartir sûr, pour une bien heure, sûr. mais Et, en tout ils iront cas, dans tes stages ou dans tes formations. voilà. Mais en tout cas, ça ne peut pas nous faire l'économie de nommer tout ce que ça actualise. Sur la forme, effectivement, il faut se donner les moyens d'assumer ces fluctuations, de pas trop tomber sous le coup de, voilà, on a vite fait de dégringoler parce que la vague est un peu forte ou chose comme ça, ok. Donc sur la forme, il faut mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour assumer ça. Mais encore une fois, et je suis assez insistant là-dessus, et bon, voilà, je sais que je ne suis pas toujours bien vu parce que je suis un peu euh, limite harceleur à ce niveau-là, c'est-à-dire que on ne peut pas faire l'économie, pour moi, d'aller reconnaître en soi le déficit informationnel éventuel. Il ne faut pas en faire une affaire personnelle. C'est un principe de base. Mon principe de base, c'est mon actualité prend cet aspect-là, j'accueille le fait et j'adhère au fait que, au fond de moi, préexiste la genèse de cette actualité. Donc, pour moi, on ne peut pas faire l'économie d'aller voir, au fond de soi, l'entropie, le déficit informationnel, qui pourrait être à la genèse de ce chaos-là. Ça ne veut pas dire que c'est sûr, mais je ne peux pas faire l'économie d'aller y voir. Tu vois, sur le fond, pour moi, ça, c'est hyper important. Et sur la forme, on met tout en œuvre pour traverser ça au mieux. Tu parles de notre pouvoir créateur, en fait. Ouais, ouais, le pouvoir créateur, il est là. Si et seulement si, je restaure la connexion à l'information. Parce que c'est une chose que d'adhérer au pouvoir créateur de l'humain, de la pensée créatrice. Je trouve que la pensée elle-même tombe sous le coup de cette balance inaccomplie-accomplie. Et ce qui fait dire à Saint Paul ou Saint Augustin plutôt, je fais pas ce que je veux, ce que je veux, je le fais pas. C'est-à-dire qu'on a beau avoir les meilleures intentions, un désir créateur et tout ça, là où je voulais tourner à gauche, je tourne à droite. Pourquoi? Parce que je suis pas encore avancé suffisamment sur le chemin. Je me suis pas encore suffisamment réinformé. Et ce qui fait que, ben voilà, mes inconscients, ben c'est Jung qui le dit tout pareillement, hein, de rendre inconscient conscient. Sinon, si on ne fait pas ce passage-là de l'inconscient au conscient, la trajectoire que je vais prendre, elle est juste dictée, entre guillemets, par cet inaccompli, tu vois. Donc, c'est effectivement, ça renvoie à ce principe et ce pouvoir créateur de l'humain. Mais moi, je rajoute, si et seulement si, il introspecte et qui rend juste cette puissance de pensée là. Parce que la pensée, elle n'est pas mentale, elle est phrénique pour moi. Elle se situe vraiment au niveau du cœur profond et du diaphragme. Donc voilà. Intéressant. Tout à l'heure, tu parlais donc de l'aspect de la séparatibilité, non, c'est De ça, non-séparabilité, ouais. non-séparabilité. Et il m'est venu en mémoire quand même en 1995, tu vois, c'est quand même pas d'aujourd'hui. En 1995, à l'université de Genève, ont été pris deux photons, alors devant des Oui, ben journalistes c'est ça. scientifiques, et ces deux photons qui ont été... oui, Hum. c'est ça dont tu voulais parler. Donc, donc il y a eu le Nobel pour ça, de cette Alors, expérience voilà. en 1995. Alors, on va peut-être dire aux gens quand même, parce que peut-être qu'ils n'ont pas suivi, je vais aller jusqu'au bout de cette expérience. Vas-y. Deux photons ont été pris, Oui. séparés en deux de manière à ce qu'ils soient des jumeaux absolument parfaits, et séparés l'un de l'autre, entre guillemets, à 11 Hum. km pour l'un, à 11 km pour l'autre, donc 22 km de séparation. Et donc, les scientifiques ont commencé à titiller l'un des deux photons pour voir et pour démontrer, en fait, parce que cette expérience était là pour démontrer qu'il y avait bien un espace-temps, même s'il y avait un millionième de seconde de réactivité, une réaction, il fallait bien que prouver qu'il y avait cet espace-temps. Donc, quand il titillait le photon d'une certaine manière, l'autre réagissait dans l'instant, de la même manière, à 22 km de distance. Lorsqu'il le faisait se disparaître, l'autre disparaissait. Et ils vont même jusqu'à dire que l'autre anticipait même légèrement ce que le premier photon subissait. Est-ce que c'est cela dont on Oui, parle? en tout cas, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, en 95, ça, c'est des expériences qui ont été reproduites à la fois par les Suisses, par les Italiens, mais c'est un Français qui est à l'origine de ça. C'est Alain Aspect, qui donc a été nobelisé il y a quelques mois, qui lui avait fait cette expérience-là, années 80. Donc, c'est encore plus ancien. Sauf qu'Alain Aspect, il était de l'avis d'Einstein, et lui, il disait, bon, je tente cette expérience-là, mais ça ne marche pas. Tu vois, il avait ce prêt. Lui, il disait, bon, je vais la faire quand même, ce qui est bien. Il a quand même voulu faire, parce qu'aujourd'hui, la science est capable de dire que parce qu'en théorie, je ne vois pas l'intérêt de l'expérience, elle ne fait pas l'expérience. Bon, on est en train
Bon, bref, je dévie. Mais de remettre au premier plan l'empirique, pour moi, c'est précieux. Bref, Alain Aspect fait quand même l'expérience. Et là, je dis, merde, ça marche. Effectivement, comme tu dis, deux photons qui ont une même origine, on les envoie comme ça, on change les caractéristiques de l'un, l'autre, dans l'instant, voire même légèrement avant, adopte les mêmes caractéristiques, quelle que soit la distance et quelle que soit maintenant la particule. Et donc, il met ça au fond d'un tiroir, et c'est d'autres qui viennent chercher les études pour les refaire et remettre ça au premier plan. Mais sinon, c'est pour ça qu'elle est restée longtemps non su. Bon, bah, à l'inverse, là, voilà, il a été nobelisé tout récemment à l'INSPE pour cette C'est ainsi. découverte-là qui fait partie. Ça et le théorème de Gödel, ce sont deux des plus grandes découvertes scientifiques qui réhabilitent totalement, notamment la spiritualité dans notre quotidien, je pourrais dire. Ah Ça bah tiens, vraiment, oui, pardon, vas-y. vas-y, c'est vraiment. Non, non, pour moi, c'est vraiment deux expériences qui réhabilitent ça. Le fait que ce qu'on appelle le spirituel, mais on va pas dire le transcendant, comme je te disais, l'informationnel. Mais pour moi, on parle de cet esprit-là. Spirit, c'est l'esprit au sens quelque chose de toute éternité qui traverse notre réalité et qui en sous-tend la qualité. Eh ben, cette dimension spirituelle est intrinsèque à la qualité de notre réalité. Tu parles de spiritualité au quotidien. C'est quoi pour toi? Parce on se perd un peu en conjecture avec toutes Ouais. même cette manière de verbaliser la spiritualité, d'en parler. Est-ce que ça s'en parle? Est-ce qu'on en parle de la spiritualité? Est-ce qu'on la vit? Est-ce que c'est comment au quotidien pour toi en tout cas? Bah, pour moi, c'est le récit que je t'ai fait là. C'est comment, à chaque instant de ma vie, je nourris ce feu qui me permet d'aller au spirit, à l'esprit, au champ informationnel. Pour moi, je vais mettre le même à cet endroit-là volontairement. Donc, moi, l'enjeu, c'est comment je nourris ce feu, ce chemin, cette physiologie. C'est ça pour moi le spirituel à chaque instant de ma vie. Pour moi, ça devrait être dans tout. Enfin, heureusement, maintenant, j'arrive quand même à le faire comme une compétence inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui, en mode automatique, fonctionne comme ça. Parce que je le nourris depuis 40 ans, 50 ans, voire plus. Donc, il y a une partie de moi qui fonctionne comme ça. Ce qui n'empêche pas que j'ai encore à nourrir ça. On n'est jamais accompli. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. On tend vers un accomplissement. Donc, la quête spirituelle, pour moi, c'est de nourrir cette quête d'accomplissement, cette quête de réinformation, cette quête de connexion, de révélation, de captation de mon mandat du ciel. Tout ce que je t'ai évoqué, pour moi, parle de la quête spirituelle. Et c'est à vivre au quotidien et c'est corporel. Et c'est corporel. Alors ça, c'est un autre aspect auquel je tiens énormément. La quête spirituelle passe par le corps. Alors le corps subtil, c'est le corps qu'il faut étudier, et ça c'est tout l'objet de ma transmission, c'est qu'est-ce que le corps quand on le considère dans cette quête spirituelle. Hmm. Très intéressant. J'imagine que c'est quand même Mais, et hyper c'est la vie, inspirant et au et c'est quotidien. la vie, c'est pas un luxe. Hein. Là où on pourrait se dire, oui, toi, avec ta quête spirituelle, c'est un exotique. La vie est d'ordre spirituel. C'est tout simplement ça. La vie se nourrit du feu et de la réinformation. C'est ça la vie. La vie, Grâce à c'est l'eau. rail, le mot rail. Comment? Non, non, elle se nourrit du feu et de l'information à travers l'eau. Et alors avec l'eau, en collaboration avec l'eau, qui est Collaboration avec vraiment, quand on l'étudie, et j'en découvre encore, enfin bon, c'est vraiment juste énorme ça. Ah oui, c'est pour ça qu'on l'appelle l'élément de vie, hein, c'est-à-dire que c'est quand même l'élément majeur qui participe à cette quête. bien. Là, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est ensemble et j'ai quand même 2 autres questions à te poser, cher Olivier, qui, je sais déjà, a suscité beaucoup de questionnements par rapport à tout ce que tu viens de nous offrir aujourd'hui. La question que je voudrais te poser, c'est si tu avais une baguette magique, là, maintenant, tout de suite, et que tu avais la possibilité, l'opportunité de changer quelque chose dans ta vie personnelle. D'abord, est-ce que tu changerais quelque chose, la moindre virgule? Si oui, qu'est-ce que ce serait? Ouais, bah, on serait toujours tenté de se dire, tiens, je corrigerais bien ça, je corrigerais bien ça. Puis au final, tu te dis, mais non, en fait, ce sont les épreuves qui m'ont initié. Si et seulement si je m'appuie dessus pour faire naître un feu. Je suis désolé, je le rajoute à chaque fois.
c'est une chose que de vivre les épreuves et de les subir et ne rien en faire. Elle reste lettre morte. Et là, je te dirais, avec ma baguette magique, tiens, cette épreuve-là, j'ai oublié de la faire, d'en faire un feu, j'ai oublié d'en faire matière à bosser. Là, effectivement, ma baguette magique me sert à ça encore aujourd'hui parce qu'en fait, je continue aujourd'hui de me retourner vers le passé pour me dire, tiens, c'est bizarre, là, ma trajectoire a pris cet aspect-là, j'ai fait le mauvais choix ou j'ai pas fait de choix. Ou... Bah, quelque part, c'est ça ma baguette magique, moi. C'est de retourner vers ces carrefours-là de ma destinée pour travailler avec, pour que ça me donne matière à bosser. Mais c'est magique au sens où je fais naître un feu pour que mon âme agisse. Hein, la magie, tu connais ce mot du langage des oiseaux, pour que l'âme agisse. Voilà. C'est dans ce sens-là la baguette magique. Mais sinon, on peut considérer que ce trajet de vie a été celui nécessaire pour en arriver là où je suis. Hmm. Avec toutes les initiations et les rites Voilà, et ça initiatiques, continue. voilà, vécus consciemment ou inconsciemment. Bref. Voilà. Euh, et puis la deuxième question, qui est influencée par ma lecture du livre L'âme du monde de Frédéric Lenoir, qui m'a beaucoup impacté. J'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. Si demain, voilà, toute l'humanité devait s'éteindre et que tu étais appelé, parmi d'autres appelés, à délivrer un ultime message aux enfants qui vont faire l'humanité de demain, sans nous, quel serait le message, sachant que ce serait sachant, pardon, que ce serait un message qui sera entendu, mis en application pour l'humanité de demain? Quel serait ton message? Bah, c'est celui que je t'ai donné pendant 1 heure. Eh ben, tu vas C'est-à-dire le que synthétiser en une le phrase. synthétiser, c'est souffler sur les braises du vivant. C'est-à-dire tout mettre en œuvre dans notre quotidien pour que l'humain soit prévalent, soit au premier plan. Pour moi, c'est ma préoccupation première. Qu'est-ce qui fait qu'on est humain sur Terre? Et du coup, mais en fait, et ce qu'on est en train de dire là, c'est écrit depuis tout le temps dans toutes les traditions, à travers 1001 symboles. En fait, on ne fait que redécouvrir, à mon avis, ce qui a déjà été transmis certainement par bien des civilisations, et c'est juste qu'il ne faut pas le perdre. C'est veiller. Tu sais, dans les textes, on dit veiller et prier. On dit d'abord veiller. Soyez vigilants. Moi, c'est un maître mot aussi. Soyez vigilants à préserver votre feu. Soyez vigilants. La vigilance, c'est Nepsis. Les pères du désert, au tout début de notre ère, les pères du désert, on les appelait les pères neptiques parce que c'était ceux de la vigilance. Et que la vigilance était une valeur première. Effectivement, dans notre quotidien, je dirais, soyez vigilants à préserver le feu, à nourrir cette quête spirituelle parce que c'est ça la vie. Si vous ne le faites pas, à terme, on va pleurer le fait d'avoir perdu ce feu. J'ajoute qu'en alchimie, je fais un lien évidemment avec le cœur, puisque le feu, c'est aussi le cœur. Voilà. Oui, vas-y, Non, non, j'allais ça dire, t'a inspiré quelque chose. non, non, bah, tu sais, je suis toujours capable de repartir Mais quelque chose. vas-y! Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, oui, comme tu dis, le cœur va être ce siège, ce cœur profond surtout, quand je te parlais du siège de la pensée, mais que lui-même, il faut rendre juste. C'est-à-dire que dans la cohérence alchimique, le cœur est avant tout le dépositaire de nos archives. Et ça, c'est impressionnant comment Jacqueline Bousquet, en parlant de la physique et de la Kabbale, te le démontre. Et moi, je l'ai encore étudié il y a 2, 3 jours. Je suis stupéfait de ça. Le cœur est avant tout représentatif de nos archives. Et que si je nourris pas la quête spirituelle, il ne fait que se charger des archives. À l'inverse, si je fais naître le feu, là, OK. Là, on rend le cœur juste. Et le cœur, à terme, devient vraiment le siège de la pensée, le siège de moi, roi en mon royaume. C'est vraiment là que ça se joue. Voilà, ça devient l'architecte de ma vie. Là, le cœur prend toute sa place et tout son potentiel. Vous voyez, les amis, je pense qu'on va être obligés, entre guillemets, de refaire des émissions avec Olivier, tant il y a des choses
à partager sur ces différents sujets. L'humain est tellement simple et tellement complexe à la fois. Ouais, C'est c'est toute la complexité, en fait, je crois. C'est là notre simplicité. On a juste ouais, c'est perdu. ça. C'est-à-dire que tu as raison de le mettre en parallèle, ça. C'est-à-dire que le vivant est d'une très grande complexité, le corps en particulier. Mais le paradoxe, c'est que quand on rentre dans une certaine vision de cette physiologie-là, quelque part, c'est simple. Et cette simplicité nous permet d'accéder à la complexité. Et ça, c'est aussi le message que je pourrais faire passer. Ok. Merci en Olivier, tout cas, Stéphane, mille fois bah, pour tout ça. merci à toi d'avoir dit oui, d'avoir inspiré toutes les personnes qui vont découvrir Olivier Neveu, qui vont le redécouvrir peut-être aussi sous une autre facette. Moi, j'étais très heureux de passer ce moment avec toi, qui fait partie Ben, des moi aussi, très beaux j'adore moments. toujours échanger sur ça, Et puis, bah, voilà, moi, je m'appelle Stéphane Robin et puis je suis coach. J'accompagne aussi sur la voie du cœur. sur C'est la pour voie ça du aussi cœur. que j'ai fait ce petit clin d'œil à propos du cœur. J'anime aussi des retraites de vie, voyage intérieur de l'être, que ce soit chamanique ou vraiment uniquement basé sur les enseignements, les méditations, les breathwork, etc. Et bah, écoutez, si vous voulez contacter Olivier Neveu, eh bien, on va lui demander, Olivier, si les gens veulent te contacter, savoir ce que tu fais, où tu es, comment on peut t'appeler, comment on peut prendre rendez-vous, Ben, il faut comment m'appeler ou t'appeler. m'écrire. M'appeler Voilà, ou m'écrire. Bon, on mettra dans dans le la description. descriptif les coordonnées. Et voilà, c'est juste me contacter. Et pour l'instant, le format de transmission, on va dire, c'est d'abord un ou deux week-ends de sensibilisation pour que les personnes puissent sentir. C'est pas de l'ordre de la compréhension, c'est de l'ordre vraiment du ressenti, de l'adhésion, ce qu'on va appeler la foi. Si elles adhèrent, elles sentent qu'elles adhèrent à ce que je transmets. Et là, après, ensuite, il y a un accompagnement qui s'inscrit dans le temps parce qu'encore une fois, tout ce dont on vient de parler, ben, c'est à la fois l'affaire de tous les jours et ça s'objective dans le temps. C'est-à-dire que voilà, c'est le moyen et long terme qui objective l'efficience du feu. Yes, l'efficience du feu. On va terminer là-dessus, c'est magnifique. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle fin de journée, soirée, matinée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci Olivier, merci à toutes et à tous de nous Avec avoir plaisir, merci à toi. Merci mille suivis. fois. Et à bientôt Et à avec, bientôt. avec le feu sacré. Voilà. Salut Bye Olivier. bye.